Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2026 consacré au thème « Retour en Suisse en tant que famille binationale ». Je m'appelle Rebecca Tyler et je suis la responsable du service juridique de l'Organisation des Suisses de l'étranger et je suis ravie de vous guider tout au long du webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire est organisé conjointement par la direction consulaire du département fédéral des affaires étrangères, DFAE, par l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE, et par Soli Suisse. Et nous tous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Avant de commencer, quelques informations organisationnelles. Au début, un grand merci au DFAE de nous accueillir aujourd'hui dans ces locaux et de nous permettre d'organiser ce webinaire ici. Pour la registration du webinaire, comme toujours, le webinaire est enregistré et mis à disposition sur les sites web de l'OSE et Soli Suisse. Et l'enregistrement sera mis en ligne dans les prochains jours. Les questions. Comme dans les précédents webinaires, une séance questions-réponses est prévue à la fin du webinaire. Pour des raisons organisationnelles, nous avons décidé à recueillir les questions en avance. Nous avons reçu de nombreuses questions, dont certaines étaient très individuelles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les questions plus générales. Les autres questions sont ou seront répondues individuellement si c'est nécessaire. Mais si votre situation personnelle n'est pas abordée ou vous avez encore des questions après le webinaire, vous pouvez bien entendu nous contacter après la séance. Les coordonnées des organisations participantes seront affichées à la fin. Afin d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous présenter brièvement les organisations et les intervenantes et intervenants d'aujourd'hui. Commençons par le DFAE, plus particulièrement sa direction consulaire. La direction consulaire est responsable de toutes les questions consulaires. Elle est là pour répondre à vos besoins et constitue, comme guichet unique, un point de contact important pour toutes les questions liées au service consulaire. Avec ces 4 divisions, service aux citoyens, protection et aide d'urgence, innovation et partenariat, et nouvellement sécurité à l'étranger, elle veille à ce que les prestations consulaires soient fournies partout dans le monde de manière efficace et proche des citoyennes et citoyens. Je tiens à mentionner 2 outils très utiles. Une fois la helpline du DFAE, qui est disponible 24 heures sur 24 pour les questions très urgentes, mais aussi l'application Swiss in Touch qui permet d'accéder à des informations importantes. Aujourd'hui, c'est encore une fois Michel Malizia de la direction consulaire qui est avec nous. Une remarque, aujourd'hui il est avec nous pour la dernière fois dans cette fonction, puisqu'il va prochainement changer de poste au sein du DFAE. Nous le regrettons, bien sûr, mais merci beaucoup Michel d'être avec nous aujourd'hui et aussi pour ton engagement pendant les dernières années. Pour l'OSE, passons maintenant à l'Organisation des Suisses de l'étranger, que beaucoup connaissent également sous le nom de Swiss Community. Aujourd'hui, c'est à moi de représenter l'OSE et j'aimerais attirer votre attention sur les principales missions de l'OSE qui sont les suivantes. D'une fois, défendre les intérêts des Suisses et Suissesses de l'étranger auprès des autorités et du public en Suisse, informer sur les développements importants en Suisse, conseiller sur les questions du droit suisse en lien avec immigration, séjour et à l'étranger et retour en Suisse, et relier les Suisses et Suissesses de l'étranger entre eux avec les associations suisses et les institutions. Et nous sommes également très heureuses de pouvoir compter sur la collaboration et la présence de Soli Suisse aujourd'hui. Soli Suisse est une coopérative des Suisses de l'étranger qui offre des conseils personnalisés
et accompagner les Suisses et Suissesses de l'étranger dans les nombreuses étapes de leur parcours, soit expatriation, installation à l'étranger, retour en Suisse, ou encore préparation de voyages de longue durée. Aujourd'hui, Soli Suisse est représentée par Nicole Töpperwien, la directrice. Aussi un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, comme intervenante invitée, nous sommes très heureuses d'avoir ici Myriam Kühni du secrétariat d'État aux migrations, SEM. Myriam Kühni travaille comme spécialiste au sein de la section chargée des autorisations de voyage au SEM. Là, Myriam suit la mise en œuvre d'ETIAS en Suisse et va nous aider à mieux comprendre ce nouveau système. Merci aussi à Myriam d'avoir accepté notre invitation. Et encore quelques mots sur le SEM, le secrétariat d'État aux migrations est l'autorité fédérale compétente pour les questions d'entrée, de séjour et de travail en Suisse pour les étrangers. Il est également responsable de différents domaines liés à l'intégration et à la naturalisation. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il faut savoir que c'est la section chargée de l'introduction d'ETIAS en Suisse et fait partie du domaine immigration et intégration. Quelques mots sur le thème de ce webinaire. Lorsque nous avons commencé à préparer ce webinaire, notre intention était de parler principalement d'ETIAS, car nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Mais il faut le dire, nombreuses questions ne sont pas encore définitivement tranchées. Et c'est aussi pourquoi il n'est pas possible de répondre à des questions concrètes. Mais l'objectif de la présentation d'ETIAS est de vous informer maintenant suffisamment tôt et de vous indiquer où vous pouvez trouver des informations. De plus, en préparant ce webinaire, nous nous sommes rendus compte que les questions allaient bien au-delà de ETIAS. Très souvent, les questions ne concernent donc pas uniquement l'entrée en Suisse, mais aussi comment faut-il organiser un voyage, un séjour de longue durée ou un retour en Suisse si on fait partie d'une famille bi ou multinationale. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir le thème de ce webinaire. Et aujourd'hui, l'objectif est de vous informer sur ETIAS, mais aussi de vous expliquer les principaux points auxquels il faut faire attention si on prépare un retour, séjour de longue durée en Suisse, et avec ça, vous aider à mieux préparer vos projets de voyage, de séjour ou de retour en Suisse. Alors, la première présentation porte sur ETIAS. L'objectif est de vous informer sur ETIAS et de vous indiquer où vous pouvez trouver des informations actualisées. Je vais passer la parole à Myriam Kühni qui va nous présenter les éléments essentiels. Merci Rebecca. Bonjour monsieur et mesdames et messieurs. Donc, je vais vous parler un petit peu d'ETIAS. Je vais commencer par les bases d'ETIAS, puis poursuivre avec d'autres points de la processus d'application. ETIAS signifie Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages. Comme tous les autres systèmes d'information Schengen, ETIAS est basé sur un règlement européen mis en œuvre par la Suisse. Les ressortissants de pays tiers, exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l'espace Schengen, devront demander en ligne une autorisation de voyage. Elle coûtera 20 € et sera généralement valable pendant 3 ans. Grâce à une analyse des risques largement automatisée, l'ETIAS vise à contribuer au renforcement de la sécurité intérieure et à la prévention de l'immigration illégale. Une autorisation de voyage ETIAS ne garantit pas automatiquement l'entrée dans l'espace Schengen. L'ETIAS s'inspire de nombreux systèmes d'entrée à travers le monde tels que l'ESTA aux États-Unis. Vous trouvez ici les 30 pays européens qui exigeront à l'avenir un ETIAS pour entrer dans leur territoire.
L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne font pas partie de l'Union européenne, mais sont associés à l'espace Schengen. Le lancement d'ETIAS est encore prévu pour la fin de cette année, mais un nouveau délai est encore possible. Le lancement d'ETIAS sera suivi d'une période transitoire de 6 mois. Pendant cette période, les voyageurs doivent déjà demander leur ETIAS, mais ceux qui n'ont pas ne se verront pas refuser l'entrée tant qu'ils remplissent toutes les autres conditions. Après la période transitoire de 6 mois, il est prévu une période de grâce de également 6 mois. Pendant cette période, les voyageurs doivent avoir une autorisation ETIAS pour entrer dans les 30 pays européens. Par contre, les personnes qui viennent en Europe pour la première fois après la période transitoire peuvent entrer sans ETIAS si elles remplissent les autres conditions. Actuellement, les 59 pays suivants doivent demander un ETIAS. Cela concerne 1 milliard de personnes. Alors, qui a besoin d'une autorisation ETIAS? Les voyageurs des pays tiers sont repartis entre ceux qui ont besoin d'un visa et ceux qui sont exemptés. Pour obtenir un visa, les personnes doivent déposer une demande auprès de la représentation suisse compétente à l'étranger avant leur voyage. Les données essentielles de chaque demande sont enregistrées dans le VIS, un système d'information sur les visas. Cela permet au pays Schengen de savoir qui a obtenu un visa et donc autorisé à se rendre dans l'espace Schengen. Comme vous le savez, les personnes exemptées de visa ne sont actuellement pas soumises à une procédure telle que la procédure de visa pour un court séjour. Par conséquent, aucune donnée est enregistrée dans le système d'information Schengen. En d'autres termes, les États Schengen ne savent pas quelles personnes exemptées de visa sont autorisées de se rendre dans l'espace Schengen. L'ETIAS vise à combler cet écart. Les titulaires de passeports diplomatiques et services sont exemptés de l'obligation d'ETIAS. Ici, on voit la différence entre un visa et un ETIAS. Combien coûte un ETIAS et quelle est sa durée de validité? Le coût d'un ETIAS est de 20 € et il est valable pendant 3 ans, pendant laquelle plusieurs entrées sont possibles. Les demandes ETIAS ne font l'objet d'un examen manuel si les données contenues dans une demande gèrent une réponse positive dans l'un des systèmes Schengen, si elles présentent certains indicateurs de risque ou si le demandeur a un casier judiciaire grave. Toutefois, selon l'estimation de l'UE, 95% de toutes les demandes ne donneront lieu à aucune correspondance et seront automatiquement approuvées par le système en quelques minutes. L'État membre dont l'entrée dans le système de l'UE est classée comme la plus pertinente est responsable du traitement manuel d'une demande. Toutes les personnes qui font une réservation de vol avec un passeport d'un pays tiers ou qui doivent utiliser ce passeport pour prouver la sortie du pays d'origine devraient clairement indiquer lors de l'enregistrement que le passeport suisse sera utilisé pour l'entrée dans l'espace Schengen. Lors de l'entrée dans l'espace Schengen, il est impératif d'utiliser le passeport suisse ou le passeport d'un État de l'espace Schengen. En effet, l'autorisation de voyage ETIAS est liée au document de voyage indiqué lors de la demande. Toutes les autres nationalités doivent être déclarées dans le formulaire online d'ETIAS. Si une nationalité d'un État de l'espace Schengen est identifiée, une indication concernant l'exemption de l'obligation ETIAS est fournie. Un exemple concret. Anna possède la double nationalité suisse et américaine. Pour la réservation de son vol vers l'Europe, elle utilise son passeport américain car la compagnie aérienne et les autorités de contrôle doivent vérifier la sortie des États-Unis puisqu'elle est tenue de voyager avec son passeport américain.
Pour entrer dans l'espace Schengen, Anna doit cependant présenter son passeport suisse à la compagnie aérienne. Si elle présentait son passeport américain, elle devrait disposer d'un ETIAS valide, ce qui n'est pas possible dans son cas car les citoyens Schengen ne peuvent pas demander d'ETIAS. Les voyageurs sont tenus de présenter leur passeport suisse valide à la compagnie aérienne lors du check-in. Alors, pour le processus d'application, quelles informations seront requises? Les demandeurs doivent donner des informations personnelles. D'abord des informations de base comme le nom, la date de naissance et le numéro du passeport. Ils doivent aussi donner des informations sur leur travail ou leurs études. S'ils disent être un membre de la famille d'un citoyen suisse ou Schengen, ils doivent donner également des informations sur cette personne. Ils doivent aussi dire dans quel pays Schengen ils vont entrer au premier. Ensuite, il faudrait répondre s'il y a eu des problèmes avec la police ou le terrorisme. Les voyages précédents sont aussi à indiquer. Enfin, les voyageurs doivent dire s'ils ont déjà reçu une décision de renvoi ou de départ dans un pays Schengen ou dans un autre pays au cours de 10 dernières années. Après avoir rempli le formulaire online et payé les frais de 20 €, la demande est envoyée au système central d'ETIAS. La plupart des demandes sont traitées et approuvées automatiquement dans quelques minutes. S'il y a un problème, la demande doit être examinée manuellement. Dans ce cas, l'unité nationale ETIAS contrôle la demande en détail. En Suisse, c'est le SEM qui est l'unité nationale d'ETIAS. On a jusqu'à 95 heures pour faire contrôler cette demande. S'il y a des informations qui manquent, on peut demander des documents supplémentaires. Le demandeur a jusqu'à 10 jours pour répondre et fournir les documents. Ensuite, l'unité nationale décide d'accepter ou refuser la demande ETIAS. Si la personne est considérée comme un risque pour la sécurité, la décision sera négative. Les demandeurs ont la possibilité pour faire appel. Une information importante concernant le site web officiel de l'ETIAS. Il existe un grand nombre de faux sites web sur ETIAS. Les seuls sites corrects avec les informations fiables sur ETIAS est le site officiel de l'UE et bien celle du SEM ou du DFAE. Vous y trouverez également une section with FAQs contenant des informations détaillées sur différents sujets. Si vous souhaitez en savoir plus sur la base juridique, vous pouvez la consulter dans les règlements ETIAS actuels. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Myriam, c'était très informatif et nous allons maintenant nous intéresser à des questions plutôt administratives. C'est Michel, à toi la parole. Merci beaucoup Rebecca. Également à mon tour de vous souhaiter une très cordiale bienvenue, également au nom de la direction consulaire. Ce seront des thèmes abordés que vous trouvez dans notre nouveau site internet que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on va parler du départ définitif, on va parler des aspects administratifs liés au retour en Suisse, et également le statut administratif du conjoint étranger lors d'un retour en Suisse, et enfin, vous entendrez plusieurs fois cette mention de faire attention à la validité de votre passeport suisse pour les doubles nationaux qui résident dans un pays hors Schengen dans le cadre de l'introduction de ETIAS. Notre nouveau site internet, il prépare un séjour à l'étranger, il donne des informations pour la préparation, l'émigration, la migration de retour, et vous trouvez cela donc dans l'adresse n'a pas changé, www.dfae.admin.ch. Préparation, donc vivre et travailler à l'étranger, préparation d'un séjour à l'étranger, émigration et migration de retour. Lorsqu'on émigre,
On a tout d'abord l'obligation d'annonce et toute personne qui quitte la Suisse pour plus de 3 mois renonce à son logement et n'a aucune intention de revenir au pays dans un proche avenir doit annoncer obligatoirement son départ à sa commune de domicile. Si elle conserve son logement et prévoit de revenir en Suisse sporadiquement, elle doit se renseigner au plus tôt sur l'obligation de s'annoncer auprès du contrôle des habitants compétents. En cas de départ définitif, sa commune de domicile lui remettra son acte d'origine qui lui sera utile pour s'annoncer auprès de la représentation compétente à l'étranger. Les ressortissants suisses ayant annoncé leur départ à leur dernière commune de domicile doivent annoncer ensuite évidemment leur arrivée à la représentation suisse à l'étranger qui est compétente, soit l'ambassade, soit le consulat, selon le lieu de domicile. Ils disposent à cet effet d'un délai de 90 jours après l'annonce de leur départ à l'étranger. Gratuite, cette annonce facilite les contacts en cas d'urgence, les formalités pour l'émission de documents d'identité, en cas de mariage également, en cas de naissance ou de décès, et l'entretien du lien avec la Suisse. Pour leur enregistrement en tant que Suisse à l'étranger, ils doivent présenter un passeport ou une carte d'identité valable, leur avis de départ et, s'ils le possèdent, leur acte d'origine. L'annonce peut se faire également directement sur le guichet en ligne. Si vous souhaitez vivre et travailler dans un autre pays, vous devez également d'abord vous renseigner auprès de l'une des représentations diplomatiques, ambassades ou consulats, sur les règles qui s'appliquent à l'étranger et au séjour de citoyens suisses sur leur sol. Dans la très grande majorité des pays, les effets de déménagement peuvent être importés en franchise de douane et d'impôts. Il existe toutefois des délais à respecter pour l'importation en franchise de droits de douane, qui varient selon les pays de destination. Lors de votre départ de Suisse, vous devez remettre aux autorités douanières un inventaire signé de l'ensemble des objets exportés avec votre nom et votre adresse, ainsi qu'une déclaration d'exportation dûment remplie. Chaque pays a sa propre réglementation concernant l'importation des véhicules à moteur. Les motos et les voitures peuvent généralement être importées en franchise de douane avec les effets de déménagement, mais doivent parfois être mises en conformité avec les normes techniques locales. Pour les animaux domestiques, les propriétaires doivent en principe présenter un certificat de vaccination internationale. Les animaux doivent avoir été récemment vaccinés par un vétérinaire officiel et souvent porter une puce électronique. Beaucoup de pays ont également des dispositions de mise en quarantaine. Les ressortissants suisses astreints au service militaire qui annoncent leur départ en Suisse et ou quittent le pays pour une durée supérieure à 12 mois doivent demander un congé militaire pour l'étranger auprès du commandement d'arrondissement responsable. Déposée 2 mois à l'avance, la demande ne sera acceptée que si l'intéressé remplit jusqu'à son départ toutes les obligations militaires qui lui incombent. Et non seulement les tirs obligatoires ou le service, mais également la taxe d'exemption militaire. Les hommes suisses qui ne sont pas affectés à une formation de l'armée et ne sont pas soumis au service civil ou qui, astreints au service, n'accomplissent ni leur service militaire ni leur service civil, sont tenus de s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Cette taxe doit être versée à l'administration cantonale compétente avant le départ de Suisse et pour la durée totale du séjour à l'étranger. Sachant toutefois que les Suisses de l'étranger qui résident plus de 10 mois par an à l'étranger sont libérés de la taxe au bout de 3 ans. Quiconque a son domicile en Suisse et travaille à l'étranger pour une courte durée peut continuer de payer ses impôts en Suisse. Néanmoins, les personnes qui transfèrent leur pôle de vie à l'étranger certaines personnes sont encore partiellement imposables en Suisse, notamment ceux qui ont des revenus qui proviennent de rente, d'assurance vie et de biens immobiliers qui restent taxés à la source, c'est-à-dire lors du versement en Suisse.
Chaque État définit son régime fiscal. La Suisse a conclu des conventions bilatérales avec de nombreux pays en vue d'éviter la double imposition des revenus, de la fortune et partiellement aussi des héritages. D'autres informations sur le droit fiscal international sont disponibles auprès de l'administration fédérale des contributions et toute question relative à la double imposition peut être adressée au secrétariat d'État aux questions financières internationales. Ces dernières années, le développement des réglementations, normes, standards internationaux, législation nationale, règlements internes des établissements, a suscité auprès des instituts financiers une prise de conscience accrue des possibles risques juridiques et de réputation, en particulier ceux inhérents à leur activité transfrontalière. Il en résulte que les personnes domiciliées à l'étranger n'ont parfois qu'un accès limité, voire aucun accès aux services financiers de certains instituts suisses. La direction consulaire suit néanmoins de très près l'évolution en cours. L'Organisation des Suisses de l'étranger cherche en dialogue avec les autorités et les établissements bancaires à obtenir une meilleure offre pour les Suisses de l'étranger concernés. En plus de prendre contact avec des établissements bancaires, les candidats à l'émigration peuvent demander à l'ESE de les conseiller et de leur fournir des informations sur les offres avantageuses. Si ces démarches ne suffisent pas à trouver une solution satisfaisante, les clients d'établissements bancaires suisses peuvent s'adresser à l'ombudsman des banques suisses. Question sécurité sociale et assurance maladie. Ma collègue de Soli Suisse va vous donner tous les renseignements utiles concernant ces deux domaines. Pour ce qui concerne le permis de conduire, dans certains pays de l'Union européenne, la validité du permis de conduire suisse arrive à échéance au bout de 6 mois déjà. Il est possible de le faire transcrire auprès du service compétent dans un délai maximal de 12 mois après son arrivée. Attention, les délais diffèrent selon les pays. Ceci contre un émolument, mais sans examen. Passé ce délai, en revanche, il faut repasser l'examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire national en suivant tous les cours théoriques et pratiques. Les personnes de nationalité suisse peuvent en tout temps rentrer au pays, y choisir librement leur lieu de domicile et exercer une activité lucrative. À leur retour en Suisse, elles doivent s'annoncer dans un délai de 14 jours au contrôle des habitants de leur domicile. Pour ceci, voir les réglementations cantonales qui diffèrent d'un canton à l'autre. Les effets de déménagement que vous importez pour votre usage personnel sont admis en franchise de douane. Pour bénéficier de la franchise, vous devez toutefois présenter le formulaire 18.44, traitement douanier des effets de déménagement, lors de l'importation. Vous trouverez de plus amples informations sur les formalités d'importation et sur le formulaire sur le site de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Le conjoint étranger d'une personne de nationalité suisse a le droit à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les démarches administratives pour ce faire doivent s'entreprendre auprès de la représentation compétente de votre lieu de domicile à l'étranger, bien à l'avance. Le partenaire étranger d'un couple non marié a également besoin, selon sa nationalité, d'un visa pour entrer en Suisse. Lorsqu'un Suisse de l'étranger rentre au pays, il est en principe de nouveau soumis sans restriction aux obligations militaires, conformément à son âge et à ses aptitudes. Les personnes astreintes au service militaire doivent s'annoncer dans les 14 jours à leur chef de section. Elles seront appelées à s'acquitter de leurs obligations militaires. Une exception est prévue pour les citoyens astreints au service qui ont résidé pendant plus de 6 ans sans interruption à l'étranger et dont l'armée n'a plus besoin. Ces personnes ne font plus de service militaire, mais restent soumises aux dispositions relatives de la protection civile et à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Les personnes astreintes au service civil doivent s'annoncer également dans les 14 jours au centre régional compétent. Un Suisse de l'étranger qui élit domicile en Suisse peut être recruté jusqu'à la fin de l'année civile en cours de laquelle il atteint ses 25 ans.
L'école de recrue peut être accomplie jusqu'à l'âge de 32 ans. En cas de questions concernant les obligations militaires des Suisses de l'étranger, veuillez vous adresser par téléphone ou par écrit au département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Pour ce qui concerne les assurances maladie et autres, là aussi, ma collègue de Solis Suisse va vous donner toutes les informations nécessaires. Concernant l'éducation, en Suisse, le système scolaire est régi par des lois cantonales. Pour obtenir les informations nécessaires concernant la scolarité de vos enfants, il faut de ce fait vous renseigner directement auprès de l'autorité compétente de votre commune de domicile, qui sera seule en mesure de vous donner les renseignements nécessaires. Si vous êtes à la recherche d'un travail, les Suisses et les Suissesses de l'étranger peuvent travailler en Suisse sans qu'un permis de travail soit nécessaire. Les dispositions relatives aux professions réglementées doivent néanmoins être respectées. Profitez de ce fait d'un séjour en Suisse pour évaluer les possibilités d'emploi auprès d'un service régional de placement. Le secrétariat d'État à l'économie, le SECO, gère conjointement avec les offices cantonaux de travail un système d'information en matière de placement et de statistiques du marché du travail, nommé PLASTA. Les postes à pourvoir sont publiés sur le site travail.suisse dans la rubrique Job Rooms. Les personnes qui reviennent d'un pays non membre de l'Union européenne ou de la ELE ont droit, en règle générale, à des indemnités de chômage seulement si, au cours des 24 mois ayant précédé l'inscription auprès de la caisse de chômage, elles peuvent justifier soit d'au moins 12 mois d'activité salariée en Suisse, ou d'au moins 12 mois d'activité salariée à l'étranger et 6 mois minimum d'activité salariée en Suisse. Enfin, un mot encore une fois sur ETIAS et l'attention qui doit être portée à la validité du passeport pour les doubles nationaux qui résident dans un pays hors Schengen. Pensez donc à prendre un rendez-vous assez tôt auprès des services consulaires de votre représentation suisse compétente. Enfin, je tiens encore également à mentionner Swiss in Touch, qui est un outil vraiment d'information qui proviennent de différents partenaires, non seulement du DFAE, mais également donc de l'OSE, l'Organisation des Suisses de l'étranger, de Suisse Info et d'Éducation Suisse. Cet outil de communication permet d'atteindre directement et de manière ciblée les Suisses à l'étranger. C'est un outil de grande qualité avec des publications, non seulement également, mais aussi avec les guides qui répondent à beaucoup de questions très concrètes. Ce sera également dans le futur la porte d'entrée du futur hub consulaire qui remplacera le guichet en ligne. Enfin, pour conclure, je tiens à vous informer que nous avons reçu énormément de questions en par avance, encore tout dernièrement, et nous n'avons pas pu y répondre à toutes pour l'instant de manière écrite, mais sachez que cela sera fait de manière individuelle très prochainement. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Rebecca. Oui, merci Michel pour ces informations très importantes. Et après ça, nous allons maintenant nous intéresser aux aspects plus pratiques d'un séjour prolongé ou d'un retour en Suisse. Nicole Töpperwien, la directrice de Solis Suisse, va nous parler des assurances maladie, des assurances sociales en général et d'autres éléments importants à anticiper. Nicole, je te donne la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Aussi de ma part, bienvenue dans cette webinaire. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici. S'installer en Suisse en tant que famille binationale, ça peut être un véritable défi. Et nous souhaitons vous donner ici quelques conseils pratiques. Bon, peut-être Solis Suisse en bref. Voici quelques chiffres concernant Solis Suisse, la coopérative pour les Suisses à l'étranger. Solis Suisse a été déjà brièvement présenté. Je vais donc passer directement à la suite. Peut-être seulement pour vite dire, pour nous, vraiment la solidarité et le soutien, ça c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous.
En principe, tous les Suisses, toutes les personnes de la nationalité suisse peuvent devenir membres chez SoliSuisse. Mais nous pensons que c'est énormément important de toujours regarder toute la famille. Et à cause de ça, bien sûr aussi, si vous êtes marié, si vous avez un partenaire qui est non suisse, bien sûr, on va regarder aussi la situation de cette personne. Bon, il peut y avoir beaucoup de projets de vie et beaucoup de raisons pourquoi retourner temporairement ou peut-être aussi définitivement en Suisse. Et j'aimerais bien attirer votre attention sur les webinaires de 2024 qu'on avait organisés ici ensemble sur le retour. Parce que là, dans les 3 webinaires, vous trouvez déjà beaucoup de réponses à vos questions avec toutes les situations, si vous cherchez le travail, si vous êtes dans les retraites, vous aimeriez bien revenir en Suisse. Ici, maintenant, on veut concentrer vraiment un peu sur les questions qui se posent si vous venez comme une famille binationale, si vous avez la double nationalité ou si peut-être pas tous les membres de votre famille ont un passeport suisse. Bon, la première question est peut-être où s'installer ou une chose où il faut être consciente. Il y a bien sûr la Suisse et beaucoup de lois qui sont les mêmes dans le territoire suisse, mais il y a aussi les 26 cantons, tous avec leurs particularités, si c'est bien sûr linguistique, aussi c'est la scolarité qui est réglée sur le niveau cantonal. Et pour ça, il y a une assez grande différence où vous aimeriez bien vous installer. Ou si ça concerne peut-être les impôts ou le logement, les possibilités pour trouver un travail. Et même s'il y a les lois qui sont pareilles sur beaucoup de sujets, aussi la mise à l'œuvre, là aussi il peut y avoir certaines différences où il faut être consciente. Peut-être je vais mentionner après une ou deux de ces différences. Ici, on va regarder un peu sur les domaines marqués en rouge. Le service, l'arrivée, regroupement familial tout au début, mais après aussi le service militaire, encore une fois, l'AVS, l'assurance maladie et les impôts. Bon, le plus important est d'arriver en Suisse. Et là, il y a toujours des questions des Suisses qu'on reçoit pour dire, puis je vais venir avec mon partenaire, avec mon mari en Suisse, entend le droit de séjourner en Suisse. Et là, il y a une réponse positive qu'en principe, vous, comme Suisse, avez le droit de vous domicilier, installer en Suisse, aussi avec votre famille, même si pas tous les membres de votre famille ont le passeport suisse. Il y a certaines différences d'où vous venez, ou d'où vos partenaires, où vous avez habité avant, ou d'où votre partenaire vient. Par exemple, il y a des différences si vous étiez établi à l'Union européenne. Là, par exemple, la définition de la famille qui ont le droit de vous accompagner en Suisse est beaucoup plus large que si c'était un pays tiers. Là, par exemple, aussi, les grands-parents peuvent venir si vous êtes prêt de payer pour eux ou la famille plus grande. Mais pour tout le monde, le conjoint et les enfants mineurs ont le droit de venir avec vous. Les mineurs, les enfants moins de 12 ans ont même droit d'avoir une autorisation d'établissement tout de suite. Pour les autres, c'est une autorisation de séjour qui plus tard peut changer pour un établissement, pour une autorisation d'établissement. Bon, il y a bien sûr certaines conditions. Une des conditions est la cohabitation. Il faut vraiment habiter ensemble. Ça veut dire aussi qu'il faut un appartement qui est assez grand pour vous tous. Et ça peut déjà être un défi. Et il y a des délais, des délais fixes
pour regarder, par exemple, pour le conjoint, c'est 5 ans. C'est toujours mieux si vous venez en même temps, mais au maximum, il doit avoir une marche de 5 ans que vous venez et après peut-être votre partenaire. Pour les enfants, c'est plus court. Les enfants de plus de 12 ans, c'est plus court parce que c'est regardé comme très important pour l'intégration qu'ils sont vite avec vous en Suisse. Bon, un autre aspect très positif est que aussi votre conjoint a tout de suite ou a le droit d'exercer une activité lucrative qui n'est pas toujours le cas si, si vous n'êtes pas suisse. Peut-être une petite digression, et je veux seulement vous rendre attentif qu'il y a aussi peut-être la possibilité de naturalisation facilitée, même si votre domicile est à l'étranger, et si vous planifiez de venir en Suisse dans une étape de votre vie, peut-être regardez aussi la possibilité de naturalisation, parce que bien sûr, si votre mari, si votre femme a un passeport suisse, ça devient beaucoup plus facile encore. Bon, il y a toujours après l'inscription au pro de la commune. J'ai déjà mentionné, normalement, votre partenaire va commencer avec un permis B, un permis de séjour qui est limité en temps, et après, ça peut être un permis d'établissement, c'est le permis C. Et maintenant, là, quand vous partez de nouveau, même pour un certain temps, il faut faire très attention. Normalement, il s'arrête dès le moment que vous quittez. Pour le permis C, il y a la possibilité de demander un prolongement jusqu'à 4 ans, mais les raisons pour lesquelles on peut les demander, ils sont assez limitées. Comme ça, là aussi, il faut s'organiser et de regarder un peu autrement, il faut recommencer avec le permis B. Ça, c'est aussi peut-être pas si grave, mais par exemple, pour vos enfants, s'ils veulent après faire une éducation à l'étranger, de regarder aussi ça. Bon, concernant la sécurité sociale en Suisse, il y a peut-être aussi le positif au début que dès que vous êtes établi dans le pays, c'est plus ou moins les mêmes règles qui appliquent pour tous. Il n'y a pas énormément de différence si vous êtes suisse ou pas suisse. On a déjà entendu, il y a une petite différence concernant l'assurance de chômage, mais autrement, pour exemple, la prévoyance vieillesse, pour le temps que vous êtes en Suisse, les mêmes règles s'appliquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous travaillez en Suisse pour un employeur suisse, il faut cotiser, mais aussi si vous habitez en Suisse, vous commencez d'être assuré dans l'AVS, le plus important pilier pour la prévoyance vieillesse en Suisse. Bon, il y a vraiment aussi concernant les prestations, c'est la même chose. Si vous restez en Suisse, toute la famille reste en Suisse, il y a une différence après pour le retour à l'étranger. Si vous avez la nationalité suisse, si vous avez la nationalité de l'Union européenne ou de beaucoup de pays où la Suisse a un contrat de sécurité sociale, normalement, vous pouvez avoir une rente aussi à l'étranger. Mais pour tous les pays, et ce sont beaucoup, où il n'y a pas de contrat concernant la sécurité sociale, vous pouvez pas, ou cette personne ne peut pas recevoir une rente à l'étranger. Et là, c'est repayer tout ce que cette personne a contribué à l'AVS, mais sans des taux d'intérêt et avec impôts qu'il faut payer. Comme ça, si peut-être vous partez pour un certain temps et planifiez que peut-être vous allez retourner, laissez l'argent encore dans l'AVS, mais si vous restez à l'étranger pour toujours après, malheureusement, il faut retirer l'argent de l'AVS. Ça concerne pas les Suisses, mais que les personnes, peut-être votre partenaire qui n'est pas mon Suisse. Il y a encore le deuxième et le troisième pilier. Là, un peu la même chose. Deuxième pilier, les mêmes règles pour tous qui sont en Suisse. Peut-être si après vous déménagez de nouveau à l'étranger, là, il y a des petites différences pour l'imposition où ça peut avoir dans des cas limités où la nationalité est aussi important à regarder. Pour le troisième pilier, mais ça c'est la même chose si vous êtes suisse ou pas suisse, il faut vraiment regarder si vous pensez d'une fois repartir
après votre séjour en Suisse, de vraiment discuter avant de conclure cette prévoyance privée, comment sont les conditions si vous déménagez, s'il faut le retirer, si vous pouvez le retirer, qu'il n'y a pas de surprise dans ce cas-là. L'assurance maladie est toujours une question très importante. Et là aussi, dès que vous êtes, pour toute votre famille, dès qu'ils sont en Suisse, les mêmes règles s'appliquent. Et ça veut dire que si vous résidez en Suisse, vous êtes obligé, il y a certaines exceptions, mais vous êtes obligé de vous assurer en Suisse, avec l'avantage que aussi la caisse maladie ne peut pas vous refuser. Il y a le parti obligatoire qui est pour tout le monde. Après, il y a certaines solutions privées. Là, il y a peut-être une possibilité de vous refuser. Ça, c'est tous pour des séjours de longue durée. Là, il y a, comme je l'ai dit déjà, il y a l'obligation de le premier jour et il faut s'affilier dans 3 mois. Autrement, la caisse peut être choisie pour vous. Peut-être aussi quelque chose pour les primes. Il y a des énormes différences entre les cantons, mais aussi des caisses de maladie. Il y a des différents modèles. Là, c'est vraiment nécessaire, c'est bien utile de bien comparer les primes dans le canton où vous y habitez. Pour les retours peut-être des nouveaux à l'étranger, là, comme si vous êtes suisse ou non suisse, plus ou moins la même chose. Vous n'avez normalement pas le droit de garder l'assurance maladie, avec très peu des exceptions. Peut-être si vous déménagez avec une rente AVS et vous n'avez pas d'autres rentes dans un pays de l'Union européenne, là, vous devez même garder l'assurance maladie. Mais normalement, il n'y a plus l'assurance maladie suisse si vous partez de la Suisse. Les impôts, toujours une question importante. Bon, là, c'est aussi si vous travaillez en Suisse pour un employeur suisse, déjà, c'est fait que vous êtes imposable en Suisse pour cette revenu. Mais si en plus votre résidence permanente est en Suisse, là aussi, après, vous êtes imposable sans condition sur votre fortune et le revenu mondiaux. Et je vais dire encore quelque chose un peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, il y a des impôts sur des différents niveaux, le niveau national, le niveau cantonal, communal même, avec aussi là des différences entre les cantons qui sont assez importantes. Il y a toujours une progression fiscale, il peut y avoir des différences concernant votre état civil, la situation familiale, combien des enfants, et dans certains cantons même de votre religion. Et le fortune et revenus mondiaux, c'est important, pour exemple, dans cette situation que votre partenaire est encore à l'étranger, vous êtes déjà en Suisse. Là, quand même, s'il y a encore cette unité familiale, là, quand même, vous êtes obligé de déclarer votre fortune, les fortunes et revenus mondiaux. Mais ça ne veut pas dire qu'après, tous est imposé sur tous. Mais il faut le déclarer parce que ça, c'est la base pour calculer le taux des impôts qu'il faut payer. Mais après, c'est calculé que sur les revenus en Suisse, par exemple, ou sur les fortunes qui est à vous, qui est installée en Suisse ou qui est installée en Suisse. Bon, et ça, il y a, pour beaucoup de choses, après, il y a des conventions de double imposition qui veulent assurer que qu'il faut payer des impôts sur une chose dans 2 pays. Il y a normalement des règles qui est en charge pour imposer, ou si les 2 pays ont le droit d'imposer, comment éviter qu'il y ait une double imposition. Peut-être encore une toute petite chose. Normalement, si une personne qui a un permis de séjour travaille en Suisse, il est imposé à la source. Maintenant, si cette personne est mariée
avec une Suisse ou Suissesse. Ça, ce n'est pas le cas. Là, il faut déclarer comme tout le monde. Le service militaire, peut-être seulement vite pour dire que oui, quand vos enfants, par exemple, viennent en Suisse et ils ont, à partir de 18 ans, ils doivent faire le service. Si vous êtes si votre domicilié à l'étranger, ils ont libéré de faire ce service, mais dès qu'ils sont en Suisse, ils commencent cette obligation. Aussi, s'ils sont naturalisés à une fois, cet devoir commence. Les personnes ayant de double nationalité, là, il dépend un petit peu. Si, par exemple, ils ont déjà commencé ou ils ont déjà fait le service militaire dans le pays où ils étaient domiciliés, après vous déménagez en Suisse, là, vous êtes libérés, on ne peut pas faire le service militaire dans les deux pays. Il y a en plus plusieurs accords bilatéraux, comme par exemple l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche, où après vous avez un certain choix où faire votre service militaire. Il y a des discussions sur l'accord avec la France. Il y a des murbots que peut-être il va y avoir un changement, un durcissement est envisagé. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait toujours un débat si on est présente à cette journée de la défense et de la citoyenneté en France un jour, si ça suffit déjà qu'on était dans le service militaire dans l'autre pays et qu'on n'a plus l'obligation en Suisse. Mais ça, c'est en train d'être discuté, comment ça va être dans le futur. Bon, comme ça, pour conclure, peut-être, non, pas encore, encore très vite, il y a encore peut-être une situation spécifique. Si vous continuez de travailler pour votre employeur étranger, vous venez en Suisse, et là, il y a des règles un peu différentes pour la sécurité sociale, pas nécessairement pour les impôts seulement très peu. Et il faut vraiment aussi regarder pour votre sécurité sociale, mais aussi pour tous les membres de votre famille. L'idée est, on espère toujours que tout le monde, toute la famille est contente de déménager et d'être dans un autre pays, dans un cas dans la Suisse. Bon, pour ça, c'est important peut-être si vous pouvez influencer de choisir votre lieu de résidence avec soin. Par exemple aussi concernant les langues, campagne-ville, pour faciliter un peu les choses pour tous les membres de votre famille. Définissez votre priorité. Faire un budget, ça c'est pas très facile à cause des différences cantonales, mais c'est très important. Renseignez-vous sur la sécurité sociale et la fiscalité. Prévoyez suffisamment de temps, ça c'est toujours important. Prêtez attention aussi à votre environnement social et demandez à l'aide si vous avez besoin. Et avec plaisir, nous sommes là pour vous. Vous pouvez toujours nous adresser, mais aussi bien sûr les autres autour de la table. Et avec ça, je dis merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicole. C'était un aperçu très intéressant et avec beaucoup des informations utiles, surtout aussi pour les familles binationaux ou multinationales. Et donc, on arrive déjà à la dernière partie de notre webinaire, les questions et réponses. Encore une petite remarque, comme déjà mentionné, les questions concernant ETIAS ne sont pas encore définitivement tranchées. Nous ne pouvons pas répondre à des questions précises sur ce sujet, mais nous avons reçu beaucoup des autres questions sur les autres sujets et nous avons sélectionné quelques-unes qui nous semblent pertinentes. Alors, on commence avec la première question. Nous sommes une famille suisse vivant au Mexique et nous prévoyons de retourner en Suisse. Mon fils aura bientôt 18 ans et ne souhaite pas effectuer son service militaire. Je pense que c'est une question pour toi, Michel. Très volontiers, merci beaucoup.
Alors la réponse, elle est claire. Votre fils, il est soumis à l'obligation du service militaire. Ensuite, il faudra voir comment ça se passe au niveau du recrutement, etc. Il peut faire des objections de conscience, il peut avoir peut-être un certificat médical, mais disons, en principe, tout Suisse qui atteint 18 ans est soumis à l'obligation militaire, du service militaire. Donc la réponse est clairement oui, il est obligé. Ok, merci. Et la prochaine question. Comment sont calculées les primes de l'assurance maladie obligatoire et les éventuelles subventions cantonales pour un père et sa fille résidant en Suisse romande, alors que la mère et les autres enfants sont encore domiciliés à l'étranger sur le plan fiscal et juridique? Tu peux répondre à ça, Nicole? Je vais essayer, merci. Bon, comment calculer les primes? Il y a certains outils, parce que, comme j'avais mentionné, les primes, ils sont différents canton par canton. Si nous regardons le prime pour l'assurance obligatoire, et il y a aussi des différents modèles. Il y a certains modèles où, par exemple, vous pouvez aller, où il faut toujours aller chez le généraliste et après peut-être seulement chez des spécialistes. Et avec ça, peut-être vous avez aussi une certaine rabais sur les primes. Vous pouvez décider sur la franchise. Il y a un site officiel qui est très pratique pour regarder un peu les différents modèles. Ça, c'est primeinfo.ch. Et là, il y a des différents chiffres par l'Office de la santé qui collectionne toujours les différentes primes des caisses maladie. Ça, c'est une côté. Peut-être aussi pour dire, ça, ce n'est pas une prime de famille, c'est une prime toujours pour un individu. Comme ça, c'est pour le monsieur, non, pour le père. Et pour la fille, pour les enfants, il y a des primes qui sont un peu meilleur marché que pour les adultes, mais autrement, il n'y a que ces catégories et il peut aussi pas une variation dépendant sur votre santé, par exemple. Et l'autre partie de la question est peut-être une question sur les subventions, ça c'est mentionné ici, mais c'est peut-être les réductions des primes. Là, il y a des très grandes différences entre les cantons. Certaines le basent sur votre déclaration d'impôt, et là, c'est après la question aussi, peut-être aussi le revenu des personnes à l'étranger est considéré ou non. Mais ça, il faut vraiment regarder avec votre canton comment sont les conditions et comment ils vont calculer les réductions des prix pour vous et votre fille. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Je travaille depuis 20 ans en Allemagne en tant que fonctionnaire et je prendrai ma retraite l'année prochaine. Je souhaite ensuite rejoindre mon mari en Suisse. Qu'en est-il de l'assurance maladie? Assurance maladie, encore avec toi, Nicole? Merci, Rebecca. Bon, là, il y a des règles très précises entre la Suisse et l'Union européenne, des règles de coordination où il faut être assuré. Et la règle la plus importante est que ça dépend d'où votre rente vient. Et maintenant, vous avez dit que vous avez travaillé en Allemagne pour 20 ans. Probablement, ou peut-être, vous avez encore travaillé en Suisse. Ça veut dire, si vous avez aussi une rente AVS ou le droit à une rente AVS, vous êtes censé d'être assuré en Suisse, même si vous avez une très bonne assurance maladie comme fonctionnaire en Allemagne. Si, d'autre côté, vous n'avez pas de rente AVS et vous avez travaillé dans l'Allemagne pour les 20 ans et peut-être dans des autres pays avant, là, ça peut être le cas que vous êtes censé de rester assuré en Allemagne. Mais ça serait bien de regarder une fois ensemble la situation pour vous. Super, merci. Et la prochaine question, peut-on reporter l'école de recrue pour faire des études? S'il prévoit tout de même de prendre une année sabbatique pour passer l'examen d'admission à l'EPF7, pourrait-il
devrait-il suivre l'école de recrues? Je pense que c'est à Oui, Michel. de volontiers. répondre. Donc la dernière question, c'est clair que oui, donc il doit suivre, il doit faire son école de recrue. En revanche, il est possible tout à fait pour des questions d'études ou s'il prend une année sabbatique pour aller à l'étranger ou comme ça pour faire autre chose, on peut faire une demande auprès de l'administration cantonale, de l'administration militaire, pardon, de reporter l'école de recrue. Ça, c'est tout à fait possible. Absolument. Merci pour la réponse. Et la prochaine question, les caisses d'assurance maladie suisse peuvent-elles refuser une affiliation en raison de conditions préexistantes? Nicole, tu peux répondre? La caisse, si ça, pour l'assurance maladie obligatoire, il ne peut pas. Ça, là, vous pouvez avoir des conditions préexistantes, il doit quand même vous prendre, il ne doit pas faire une surcharge, n'importe quoi, vous êtes assuré comme tous les autres. Et il y a aussi des assurances supplémentaires, et là c'est différent, ça c'est vraiment basé sur le droit privé. Et pour ces assurances supplémentaires, par exemple le privé ou le semi-privé, là les assurances ont le droit de vous refuser s'il y a des conditions préexistantes. Mais l'assurance de base, l'assurance obligatoire, là vous êtes inclus n'importe quelle condition préexistante il y a. Très clair, merci. Encore une, je suis de nationalité suisse et ma femme est de nationalité britannique. Nous vivons actuellement dans un pays non membre de l'espace Schengen. Pendant les mois d'été, nous aimons nous rendre en Suisse pour rendre visite à nos amis et notre famille. Nous aimerions passer plus de 90 jours en Suisse cet été, mais je sais que cela n'est pas possible car ma femme, en tant que ressortissante d'un pays non membre de l'espace Schengen, n'est pas autorisée à séjourner en Suisse plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Existe-t-il un moyen pour que ma femme puisse rester en Suisse plus de 90 jours? Michel? Si oui, une très longue question et malheureusement une réponse relativement courte dans la mesure où tout ce qui dépasse la période de 90 jours de séjour en Suisse relève de la compétence des cantons. Donc là, en l'occurrence, il faut clairement faire la demande auprès de l'Office cantonal de la migration du canton où vous souhaitez passer vos vacances en Suisse. Ce sont seulement eux qui peuvent répondre à cette question. Et on vous conseille très fortement de le faire à l'avance, avant de venir en Suisse, plutôt que de faire la demande une fois que vous êtes déjà en Suisse et puis que le délai des 90 jours approche. Donc voilà, prenez-vous-y assez à l'avance pour ça. Merci. Et une dernière question. Je suis une Suissesse vivant à l'étranger. Je possède la nationalité française et suisse. J'aurai bientôt 80 ans et ma fille souhaite que je vienne m'installer chez elle en Suisse. Mon problème est que je ne dispose que d'un revenu très modeste car je ne touche que la rente AVS et une petite rente du côté français. Dans ces circonstances, est-il envisageable pour moi de m'installer en Suisse? À quelles aides pourrais-je avoir droit en Suisse? Encore une fois, salut Suisse, Nicole. Merci Rebecca. Bon, en Suisse, il existe les prestations supplémentaires. Ça, c'est exactement pour le cas où la rente AVS, peut-être encore avec les autres rentes et la fortune, ne suffit pas pour vivre en Suisse, pour payer pour l'assurance maladie, pour l'appartement, pour tout ce qu'il faut. Et vous avez droit à ces prestations parce que vous êtes suisse et parce que aussi vous avez une rente AVS. Avec ça, vous avez une vie acceptable, ce n'est pas le luxe, mais ça c'est quelque chose où vous pouvez, dès que vous êtes en Suisse, faire la démarche pour avoir ces prestations supplémentaires.
Autrement, ce sont toujours beaucoup de questions pratiques pour cet retour en Suisse. Par exemple, déjà, comment trouver un appartement, peut-être aussi, après un certain âge, comment trouver une place dans une home pour les âgés. Ce sont des questions pratiques plutôt que de droit, mais en courte, vous avez droit à ces prestations. Si votre situation économique est telle, vous avez droit à des prestations supplémentaires, mais ça peut quand même être un processus assez pénible. Il y avait en 24 un webinaire qui est centré sur cette question et je crois que ça vaut la peine de le regarder. Merci beaucoup. Et c'est déjà l'heure de finir la partie questions-réponses. Mais nous avons préparé une slide avec les conseils les plus importants. Concernant ETIAS, c'est important que toutes les informations sont disponibles exclusivement sur le site web correspondant de l'Union européenne. Le secrétariat d'État aux migrations et le département fédéral des affaires étrangères ne fournissent aucune information à ce sujet. De plus, vérifiez la validité du passeport des personnes ayant la double nationalité qui résident dans un pays hors de l'espace Schengen et planifiez votre retour en Suisse le plus tôt que possible. Aussi, il est toujours important de prendre en compte tous les membres de la famille lors de la planification. Des différences subsistent en matière d'arrivée et de départ, mais si le statut de séjour est assuré, tous les membres de la famille bénéficient d'un traitement largement équivalent, notamment en matière d'assurance sociale. Oui, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouvez à l'écran maintenant toutes les coordonnées pour nous contacter. Pour le fin, j'aimerais aussi mentionner que, encore une fois, que ce webinaire est enregistré et sera prochainement disponible sur les sites de Swiss Community et de SoliSuisse. Alors, vous pouvez le revoir. Et de plus, j'aimerais vous informer que d'autres webinaires sont également prévus cette année. L'un à l'automne sur le sujet de prévoyance et un autre en hiver sur la formation et la formation continue. Vous pouvez trouver les informations sur les sites de l'OSE et de SoliSuisse, ainsi que via Swiss in Touch, je crois. Et bon, avant de nous quitter, j'aimerais adresser un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire. Merci à tous les intervenantes et intervenants pour les présentations très instructives. Un grand merci aussi à ceux derrière les coulisses pour l'organisation, la technique et bon, pour assurer le bon déroulement. Encore un merci à Michel, spécifiquement, je dois le dire, tu as toujours veillé à ce que tout se passe bien sur place, avec beaucoup de calme. Merci beaucoup et nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Et surtout aussi, merci à vous pour votre participation et vos questions. Merci beaucoup et au revoir.